Bonjour et bienvenue sur Europe Hebdo, votre podcast de revue de presse européenne. Cette semaine, l'avis de l'Union vous emmène en mer Rouge. L'Union valide les nouvelles conditions douanières vis-à-vis de l'Ukraine. Ursula von der Leyen est mise en difficulté et le gros dossier du pacte asile et immigration a été adopté. Dans le club des 27, l'Irlande a officiellement un nouveau Premier ministre. La Pologne a renouvelé les élus des collectivités territoriales et avance sur la relégalisation de l'IVG. L'Autriche est au cœur d'un scandale d'espionnage. La Belgique enquête elle aussi sur Voice of Europe et l'Allemagne adopte une loi d'autodétermination du genre. Et chez nos chers voisins, on va parler de la Moldavie. On passe sans plus attendre à la rubrique L'avis de l'Union. International. La mission en mer Rouge efficace mais sous-dotée. Depuis un mois et demi, la mission de l'Union européenne en mer Rouge s'occupe d'escorter et de protéger les navires commerciaux des attaques rebelles Houthis venus du Yémen. Mais le service européen d'action extérieure de la Commission européenne, le service diplomatique européen, a indiqué le lundi 8 avril que la mission ne peut couvrir qu'une infime partie de la mer Rouge car elle manque de navires. Elle se concentre alors au détroit de Bab el-Mandeb, entre le Yémen et Djibouti. Elle a tout de même permis d'escorter 68 navires et de repousser 11 attaques. Depuis le début des opérations Houthis, qui souhaitent attaquer tous les navires battant pavillon d'un pays soutenant Israël, le trafic a diminué de moitié dans la mer Rouge. Le SEAE indique qu'il faudrait protéger le détroit d'Ormuz, les eaux internationales de la mer Rouge, le golfe d'Aden, le golfe d'Oman, le golfe Persique et la mer d'Arabie. Les 4 navires de la mission ont été fournis par la France, l'Allemagne, la Grèce et l'Italie, et 19 pays de l'UE fournissent du personnel et le quartier général de la force. International encore, accord interinstitutionnel pour limiter les importations ukrainiennes. Cela ne faisait plus guère de doute ces 2 dernières semaines. L'accord qui facilitait l'importation de denrées ukrainiennes depuis la guerre allait être réformé. Lundi 8 avril, Parlement européen et Conseil se sont mis d'accord pour prolonger l'accord jusqu'à juin 2025, mais avec quelques conditions. Face à la montée de la colère des agriculteurs dans l'Union, la principale des revendications était de limiter l'importation aux chiffres de référence depuis le début de la guerre. La France et la Pologne ont arraché l'intégration du deuxième semestre 2021 pour réduire le plafond. Le blé et l'orge restent exclus des plafonds d'importation. Des clauses de sauvegarde pourront être déclenchées si les marchés sont excessivement perturbés. L'extension de l'accord devra s'arrêter en juin 2025, mais l'accord interinstitutionnel dispose que les colégislateurs devront mettre sur pied un traité de libre-échange avec l'Ukraine pour pérenniser les relations commerciales avec l'Ukraine. Maintenant, c'est au tour de la Commission Commerce international du Parlement européen d'approuver les mesures révisées et de les transmettre à la dernière plénière pré-élection du 22 au 25 avril, avant que le Conseil ne vote à son tour. Si l'accord n'est pas conclu, l'UE pourrait revenir au cadre commercial antérieur à la guerre, avec des quotas d'importation et des droits de douane. S'il est conclu, il prendra effet dès le 6 juin. Reste qu'il faudra plancher très vite sur le futur accord de libre-échange avec l'Ukraine pour qu'il puisse entrer en vigueur dès juillet 2025. Élections européennes. Ursula von der Leyen en difficulté sur plusieurs dossiers. Déjà boudée par près d'une moitié des délégués du PPE lors du congrès du Parti populaire européen, les péripéties continuent pour la présidente candidate à la Commission européenne. Les commissaires européens Thierry Breton, Paolo Gentiloni, Josep Borrell et Nicolas Schmit, ainsi que le Parlement européen, s'offusquent de la nomination de l'eurodéputé CDU Markus Pieper comme représentant de l'UE pour les PME. Il lui est reproché de l'avoir nommé en dépit du fait que les 2 autres candidates, l'eurodéputée Renew Martina Diabalova et Anna Stellinger de la Confédération des entreprises suédoises, étaient toutes les 2 bien mieux notées. Les commissaires se sont fendus d'une lettre pour dénoncer l'impartialité et le manque de transparence de la nomination. Le Parlement européen a voté un amendement pour demander l'annulation de la nomination. Au-delà de la nomination d'un de ses pairs de la CDU,
à un poste hautement rémunéré, l'affaire des achats de vaccins revient sur la table. Le bureau du procureur européen a annoncé enquêter sur le contrat que la Commission a contracté avec Pfizer. C'est une campagne qui commence mal alors que sa stratégie est de ne fâcher personne, ne prendre aucun risque. Il y a là deux affaires qui viennent secouer une campagne qui a déjà mal commencé. Rappelons qu'elle doit recevoir le soutien des 27 et du Parlement européen pour pouvoir se succéder à elle-même. Et si l'extrême droite fait la percée attendue, l'équilibre entre les trois groupes centraux, élargi peut-être aux écologistes, demandera beaucoup de concessions. D'autres noms circulent pour lui succéder, comme l'ancien président de la BCE et ancien président du Conseil italien Mario Draghi, et l'ancien Premier ministre croate Andrej Plenković. À un peu moins de 2 mois des européennes, qui lanceront les tractations pour la présidence de la Commission, Ursula von der Leyen a un Everest devant elle. Affaires intérieures, le pacte asile et immigration, adopté au Parlement européen. C'est le dossier de la semaine. Le pacte asile et immigration était aussi attendu que critiqué. Les eurodéputés ont adopté le pacte asile et immigration le mercredi 10 avril. Un texte présenté en 2020, mais dont la genèse remonte à la crise migratoire de 2015 et au débat qui concernait la solidarité entre États. Le texte a été présenté en 2020 et le Conseil et le Parlement européen ne sont parvenus à un accord que fin 2023. L'objectif du texte était de réviser la Convention de Dublin III, qui rendait les pays d'entrée de l'UE exclusivement responsables de l'enregistrement des demandeurs d'asile. La Cour de justice de l'Union européenne a constaté l'incapacité structurelle de l'Italie et de la Grèce à gérer l'instruction des demandes. La Grèce et l'Italie avaient alors demandé plus de solidarité de la part des autres États membres. Le pacte asile et immigration rassemble 10 textes, 9 règlements et une directive. Les 3 piliers sont une gestion accélérée aux frontières, un renforcement de la coopération avec les pays d'origine et de transit, et un mécanisme de solidarité plus flexible. Le délai pour délivrer une décision sur l'asile ne devra pas excéder 5 jours. L'Union passera par des accords de partenariat avec les pays d'origine ou de transit pour lutter contre les passeurs. Et enfin, le mécanisme de solidarité se fera sur base du volontariat, solidarité qui pourra se traduire par la relocalisation, mais aussi une contribution financière, autant que du déploiement de personnel ou de l'aide logistique, entre autres. Pour le Parlement européen, il vaut toujours mieux un texte bancal que pas de texte du tout. Le Parlement européen ne voulait pas porter la responsabilité d'une crise politique à l'approche d'élections européennes déterminantes. Et il fallait pour cela que les 10 textes soient adoptés. Un seul texte rejeté, et c'est tout le pacte qui passait à la trappe. Certains ont été validés à une 50aine de voix près. La balle est désormais dans le camp des 27 qui doivent voter le pacte le 29 avril. Énergie. Le Parlement européen a voté pour la réforme des marchés de l'électricité. C'était une réforme attendue. Le prix de l'électricité s'était envolé du fait de la guerre en Ukraine et de l'envolée des prix du pétrole, sur lesquels les prix de l'électricité sont indexés. Un texte qui se voulait ambitieux mais finalement vidé de sa substance. Alors qu'il était question de remettre en cause l'ordre du mérite et la tarification marginale, pilier du marché de l'électricité, certains États membres, sous la pression des lobbies nationaux des industriels, les deux ont été maintenus. La réforme facilite les contrats de longue durée, moins sensibles aux fluctuations de prix. En échange, les États sont incités à investir dans les énergies renouvelables et les producteurs de celles-ci pourront les revendre directement. Les centrales à charbon pourront être subventionnées jusqu'en 2028, en période de crise. Par contre, le texte anticipe les futures crises vis-à-vis du consommateur. Si le prix de gros dépasse les 180 € du mégawattheure ou que les prix de détail augmentent de 70% ou plus, la Commission pourra autoriser les États à déclarer une crise du prix de l'électricité. Ces derniers pourront intervenir sur les marchés de l'électricité pour faire baisser les prix de 70% pour les factures industrielles et 80% pour les ménages. Droits fondamentaux. Une résolution sur l'inscription de l'IVG dans la Charte des droits fondamentaux. Jeudi 11 avril, une résolution proposait d'inscrire l'IVG dans la Charte des droits fondamentaux. Pour rappel,
une résolution est un positionnement politique du Parlement sans aucune force obligatoire. Autre rappel, la Charte des droits fondamentaux a, depuis le traité de Lisbonne, la force d'un traité. Même si la résolution a été adoptée assez largement, avec 336 voix pour, 163 voix contre, abstention, il y a peu de risques que le Conseil l'adopte un jour. Même si le texte avait été adopté en tant que règlement, il se serait heurté au Conseil, surtout que cette question requiert l'unanimité, étant donné qu'il requiert une révision de la charte. Or, Malte a toujours une interdiction stricte de l'IVG, la Pologne pourrait rétablir l'accès à l'IVG à minima, et en Italie, la clause de conscience est tellement répandue que l'accès y est très compliqué. Le texte tel que rédigé par le Parlement européen aurait été opposable au personnel de santé, faisant sauter la clause de conscience. Passons désormais au club des 27. Irlande, Simon Harris, officiellement Premier ministre. Simon Harris succède officiellement à Leo Varadkar, près de 2 semaines après la démission de ce dernier. Il devient alors le plus jeune Taoiseach de l'histoire, c'est-à-dire le Premier ministre irlandais, le mardi 9 avril. Il aura la lourde tâche de redonner un élan à la majorité parlementaire, fragilisée par le référendum sur la Constitution. Lors de son investiture en tant que président du Fine Gael, il a insisté sur la loi et l'ordre et les valeurs traditionnelles. Il doit faire oublier les émeutes urbaines de l'automne dernier menées par des groupuscules d'extrême droite anti-migrants. Il doit aussi répondre à la colère des agriculteurs, à la crise du logement ou encore le manque de personnel de santé. Il aura fort à faire puisque les élections législatives se profilent en février 2025 et que le Sinn Féin, le parti de la réunification irlandaise, semble pouvoir tirer avantage de la fragilité de la coalition gouvernementale Fine Gael, Fianna Fáil et les Verts. Pologne, la coalition gouvernementale, confirme son résultat des législatives lors des élections locales. C'était le premier vrai test pour la coalition civique et ses alliés, après la victoire aux législatives de l'automne. 2500 communes devaient renouveler leur maire, mais aussi les conseillers des régions, appelés en Pologne voïvodie, et les districts. Comme pour les législatives, le parti Droit et Justice, le PIS, arrive en tête, mais par le jeu des coalitions, de la coalition civique avec la Troisième Voie et la Gauche unie, il perd des villes et des régions. Le parti d'extrême droite Confederacja a obtenu 7% des suffrages. La coalition civique rafle 10 des 16 voïvodies. Le PIS fait des scores plus que flatteurs dans les régions de l'Est et du Sud. Varsovie reste libérale, Rafał Trzaskowski reste maire avec 59,8% des suffrages au premier tour et se donne toutes les chances de pouvoir prétendre à la présidence au printemps prochain. La maire de Gdansk, Alexandra Dulkiewicz, est réélue avec 62,3% des voix. Le PIS n'a aucune ville de plus de 100 000 habitants et dispose à peine de quelques villes de plus de 60 000 habitants. Malgré tout, Lech Kaczynski, le président du parti, savoure sa première place au nombre de voix. La victoire du camp libéral va redonner de la place aux régions et aux communes qui ont souffert de la plus grande centralisation du pays pendant les 8 ans du PIS au pouvoir, les régions et les communes faisant souvent l'objet de subventions clientélistes quand le PIS y régnait. Pologne encore, la Diète adopte plusieurs textes sur le retour de l'IVG dans le droit national. Depuis le début de la mandature, c'est un peu le serpent de mer qui pourrait déstabiliser le gouvernement polonais. Donald Tusk avait promis qu'il rétablirait l'IVG dans le droit polonais s'il était élu. Cependant, les différentes composantes de la coalition ont une conception différente de ce rétablissement. La Troisième Voie, qui rassemble Pologne 2050 et le Parti des paysans polonais, est le parti le plus conservateur de la coalition. Il veut revenir au compromis de 1993 qui autorisait l'avortement seulement pour une malformation du fœtus, un danger pour la mère, ou si cette grossesse est le fruit d'un viol ou d'un inceste. La gauche unie, à l'inverse, veut une libéralisation
c'est-à-dire la décriminalisation de l'acte et une pleine légalisation de l'IVG jusqu'à 12 semaines de grossesse. Le texte de la coalition civique est similaire à celui de la gauche unie, avec quelques contraintes. Ces 4 textes ont été adoptés par la Diète. Le texte passera en commission parlementaire spéciale, qui est composée de 25 femmes et 2 hommes, 14 libéraux et 13 conservateurs. Le texte qui ressortira de cette commission devra obtenir le plus large consensus en plénière. Le veto du président Andrzej Duda pourrait être contourné en attendant la prochaine présidentielle au printemps 2025. La troisième voie n'est pas pour une libéralisation pleine de l'IVG, et ces tergiversations font douter la coalition. Leur demande de référendum pourrait être aussi une stratégie pour s'assurer qu'une telle loi ne passerait pas. De plus, Szymon Hołownia, le président de Pologne 2050 et président de la Diète, souhaite se présenter à la présidentielle, et s'il peut réussir un coup politique au détriment de ses alliés, il ne s'en privera pas. Autriche, le pays secoué par une affaire d'espionnage au profit de la Russie. C'est un scandale qui a pris de l'ampleur au fil de la semaine en Autriche. L'espion Egisto Ott, ancien membre de l'Office fédéral pour la protection de la Constitution, le BVT, le service de contre-espionnage autrichien, l'équivalent de la DGSI en France, aurait revendu des informations à la Russie. Et le pire, c'est qu'il n'en était pas à son coup d'essai. Vendredi 29 mars, il est arrêté par la police autrichienne. Le renseignement le plus important qu'il ait transmis est l'adresse de Christo Grozev, journaliste d'investigation bulgare de Bellingcat, qui a sorti plusieurs dossiers sur la Russie, notamment les empoisonnements des Skripal et d'Alexei Navalny. Mais le plus surprenant, c'est qu'Egisto Ott était connu pour ses méthodes peu conventionnelles et il avait déjà été suspendu pour avoir monnayé des informations à la Russie pour plusieurs dizaines de milliers d'euros, notamment tirées des bases de données occidentales. La justice autrichienne l'avait blanchi et il avait été réintégré au service du ministère de l'Intérieur. Début 2024, le MI6 avait alerté les autorités autrichiennes sur le fait que des informations fuitaient d'Autriche. Ott aurait travaillé pour Jan Marsalek, ancien dirigeant de Wirecard, citoyen autrichien, qui s'est volatilisé au moment de la faillite de son entreprise, direction la Biélorussie, puis la Russie. Les deux se seraient rencontrés grâce à leur accointance politique pour le Parti de la Liberté d'Autriche, le FPE, parti d'extrême droite pro-russe, qui se rapproche de plus en plus du pouvoir, avec des scores qui progressent à chaque législative. Marsalek aurait eu quelques relais au sein du BVT, dont Ott. C'est d'ailleurs un des membres du BVT qui a permis sa fuite en Russie. Les deux étaient en lien jusqu'en 2022 et le démantèlement d'une cellule bulgare par le MI5 au Royaume-Uni. Christo Grozev avait subi un étrange cambriolage en 2022 et il semblerait que ce soit Ott qui tentait de lui dérober un de ses ordinateurs, qui serait désormais aux mains des Russes. Christo Grozev a déménagé en 2023 après que les renseignements occidentaux l'aient alerté de la fuite de ses données personnelles. C'est un vrai coup dur pour l'Autriche, qui ne transige pas avec sa neutralité. Le gouvernement parle désormais de réformer les peines pour espionnage, les peines étant simplement aujourd'hui de 5 ans maximum. Des élections législatives approchant, les partis se chamaillent et passent beaucoup de temps à vouloir trouver un bouc émissaire. Il faudra un vrai travail de fond et une réforme profonde des services de sécurité autrichiens, à n'en pas douter. Même si le BVT a été dissous et que les autres services secrets ne veulent plus d'eux dans le club de Berne, qui permet le partage d'informations entre services de renseignement occidentaux, la dynamique politique du FPE et de l'ancien ministre de l'Intérieur Herbert Kickl semble donner du crédit au fait que l'Autriche n'est pas prête de réduire l'influence russe qui la gangrène. Belgique. Le parquet fédéral lance son enquête contre Voice of Europe. Il y a quelques semaines, je vous parlais de Voice of Europe, un site internet qui prétendait faire de l'information sur l'Union européenne. Sur ce site, des interviews de députés européens, majoritairement d'extrême droite, étaient interviewés dans un contexte qui les mettait plutôt en valeur,
reprenant le narratif russe, notamment sur l'aide à l'Ukraine. Ils sont soupçonnés d'avoir été rémunérés pour donner ces interviews. Les services de sécurité tchèques et polonais ont démantelé le réseau de Voice of Europe et le site internet a été supprimé. Le Premier ministre belge Alexander De Croo a annoncé lors d'une conférence de presse le 12 avril que le parquet belge lance à son tour une enquête. Même si les paiements n'ont pas eu lieu en Belgique, les interviews, oui, ce qui rend le parquet belge compétent. Il a indiqué que le parquet belge allait demander une réunion d'Eurojust, l'agence de coopération judiciaire de l'UE, et le sujet de l'ingérence russe sera abordé les 17 et 18 avril lors de la réunion du Conseil européen. Il plaide aussi pour une extension du mandat de l'Office européen antifraude, l'OLAF, pour inclure les poursuites en cas d'ingérence étrangère et de désinformation. Allemagne. La loi sur l'autodétermination du genre adoptée. Vendredi 12 avril, l'Allemagne est rentrée dans le club assez fermé des pays qui autorisent l'autodétermination du genre, rejoignant ainsi la Belgique, l'Espagne, l'Irlande, le Luxembourg et le Danemark. C'était une des promesses formulées dans le contrat de gouvernement entre libéraux-démocrates, les sociaux-démocrates et les Verts. La procédure est simplifiée puisqu'il suffit juste de remplir une déclaration d'état civil pour changer de prénom et de genre. En dessous de 14 ans, les parents ou le tuteur devront effectuer la démarche. De 14 à 18 ans, ils auront juste besoin de l'accord de leurs parents. Le changement d'état civil ne prendra effet que 3 mois plus tard, permettant ainsi de revenir sur sa décision. Une fois le changement fait, il faudra attendre 1 an pour changer à nouveau si le changement ne convient plus. Passons enfin à la rubrique Nos chers voisins. Moldavie. Le triangle de Weimar prévoit un grand plan d'investissement pour soutenir le pays. Le triangle de Weimar est une réunion informelle qui réunit la France, l'Allemagne et la Pologne pour coordonner leur politique. Et le mardi 9 avril, les 3 pays ont parlé du soutien à notre voisin moldave qui subit une pression croissante de la Russie à travers la Transnistrie. Une pression qui s'explique par le rapprochement de la Moldavie avec l'UE. Les 3 pays veulent aller plus loin que l'aide bilatérale fournie par l'UE, tout en donnant l'impulsion à un futur plan européen d'aide à la Moldavie. La stratégie est de renforcer les investissements commerciaux pour rendre l'économie moldave un peu plus robuste et qu'elle soit en capacité de résister aux interférences étrangères. Le ministre des Affaires étrangères moldave, Mikhail Popsoy, déclare que la Moldavie a énormément souffert de la guerre et que l'adhésion de la Moldavie offrirait un meilleur avenir à ses concitoyens. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Si vous avez apprécié le podcast, n'hésitez pas à vous abonner, à le noter et à le commenter sur votre plateforme de streaming préférée et à suivre Europe Hebdo sur Facebook, Instagram et LinkedIn et pareil, de laisser des commentaires, des likes et de partager autour de vous. À la semaine prochaine sur Europe Hebdo.